Notre invité de la semaine, M. Richard Legendre, vice-président exécutif de l'Impact de Montréal et du Stade Saputo. M. Legendre a occupé diverses fonctions dans les milieux sportifs et politiques depuis de nombreuses années. Il a été élu député de Blainville à l'élection partielle du 1er octobre 2001 avant d'être élu en 2003. Alors qu'il était ministre responsable de la jeunesse, du tourisme, du loisir et du sport au sein du cabinet Landry, il a participé activement au sauvetage puis à la relance de l'Impact à titre d'organisme sans but lucratif en 2002. Auparavant, il a été directeur des internationaux du Canada et de Tennis Canada de 1988 à 2001. Principal artisan de l'agrandissement du stade du Parc Jarry, réalisé par le biais du financement des commanditaires majeurs de l'aide du gouvernement. M. Richard Legendre s'est joint à l'Impact de Montréal depuis le 13 août 2007. Et depuis ce jour, il est le vice-président exécutif de l'Impact et du Stade Saputo. M. Richard Legendre est notre invité de la semaine. Amis téléspectateurs d'Afrique Radar TV, bonjour et bienvenue à nouveau dans votre émission, l'invité de la semaine. Et notre invité de cette semaine, M. Richard Legendre, qui est le vice-président exécutif de l'Impact de Montréal et du Stade Saputo. On verra bien quelle est la différence entre l'Impact et le Stade Saputo. Il sera là pour répondre également à cette question-là. En tout cas, M. Legendre, merci. Ça fait plaisir d'être là dans un très beau décor. Et puis derrière nous, on a une belle image. C'est le Stade Saputo pour très très bientôt. C'est une image qui parle du futur, un futur très proche. Un Stade Saputo couvert des quatre côtés. On attend de voir également. En tout cas, la première personne qui me vient à l'esprit déjà, c'est quelle est la différence déjà entre l'Impact et le Stade Saputo, pour commencer. Écoutez, c'est deux organisations différentes, mais dans un même ensemble. L'Impact, c'est l'équipe elle-même, et le Stade Saputo, c'est l'organisation des opérations du stade que vous voyez ici, du futur Stade Saputo. Mais quand on vient dans notre édifice, on ne voit pas beaucoup la différence entre l'Impact et le Stade Saputo. C'est une seule et même organisation qui, depuis 4 ans maintenant, le Stade Saputo a été construit en 2008, alors on se dirige vers notre 4e année, mais une année, comme on va en parler, évidemment, qui est très différente, très motivante. Qui s'annonce très très riche d'ailleurs. Et on rappelle que vous avez rejoint l'équipe de l'Impact depuis 2007. Depuis 2005, vous avez rejoint cette équipe-là. Et vous avez été également ministre du sport ici au Québec. Alors, c'est que vous êtes amoureux du sport. D'où vient cette passion-là? Écoutez, j'ai été dans le sport pas mal toute ma vie. Et ça a commencé dans un autre sport. En fait, moi, j'ai grandi en jouant au tennis, en faisant du tennis de compétition. Après, j'ai travaillé dans le domaine de l'organisation du tennis, notamment les internationaux de tennis du Canada, qui sont présentés à chaque année à Montréal. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs années, pendant 13 années. Après ça, un passage en politique, effectivement, pendant 6 ans. J'ai eu le privilège d'agir comme ministre du Sport et du Tourisme pendant 2 ans au gouvernement, au début des années 2000. Et après ça, je me suis retrouvé ici depuis 2007, comme vous le disiez, avec l'Impact de Montréal. Donc, un nouveau sport pour moi depuis 4 ans. Le soccer, comme on dit ici, et vraiment un sujet, un dossier extrêmement emballant parce que c'est tout nouveau. Même encore 4 ans plus tard, on est rempli de nouveaux projets. Alors, c'est vraiment très, très motivant. Et vous n'avez pas hésité à franchir le pas entre le tennis et le soccer. On sait que ces deux sports sont... Vous savez, on ne sait jamais où la vie nous mène. Hein. Quand je suis passé du tennis à la politique, ça c'était un grand changement que j'avais pas vu venir. C'est arrivé de façon un peu circonstancielle. Après ça, la politique, ça a duré 6 ans. Et avec la défaite électorale, là, je me suis retrouvé disponible. Et Joey Saputo cherchait quelqu'un pour lui donner un coup de main au niveau justement de la première phase de construction du Stade Saputo. Et ce que je fais ici ressemble beaucoup, d'une certaine manière, à ce que je faisais dans l'organisation du tennis, mais en même temps, c'est très différent puisque c'est un autre sport. Alors, c'est vraiment extrêmement agréable d'être impliqué dans le milieu sportif. Surtout quand on a fait un petit bout en politique, faut bien le reconnaître, le milieu sportif est un milieu très agréable, beaucoup
beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus facile d'une certaine manière que la politique à tous les jours. Là. On va s'accrocher à votre aspect politique pour demander aujourd'hui quelle est exactement la place du soccer à Montréal de façon particulière et au Québec de façon générale. Oui, je dirais même au Québec, parce que depuis une quinzaine d'années, le soccer est en croissance fulgurante sur l'ensemble du territoire québécois. Ça a commencé par Montréal, avec la présence aussi de beaucoup de communautés culturelles diverses qui aimaient le soccer déjà. Mais maintenant, c'est vraiment rendu dans le système sanguin des Québécois, qu'ils soient d'origine francophone ou d'origine diverse. C'est sur l'ensemble du territoire québécois actuellement que le soccer est populaire. C'est le sport de participation numéro 1 au Québec. Au-delà du hockey sur glace qui est, on le sait, qui est plus qu'une religion même. Une tradition. Par exemple, on a 200 000 jeunes qui jouent au soccer sur l'ensemble du territoire québécois, comparé à environ 100 000 pour le hockey sur glace. Donc, et comme je vous le disais, c'est aussi bien dans la région de Montréal que dans l'ensemble des régions du Québec. Et c'est un phénomène quand même assez récent. L'Impact de Montréal, si on fait le parallèle, l'Impact de Montréal, notre organisation, notre équipe, a à peine 18 ans. Alors, tout ça s'est fait un peu en parallèle et les deux se sont nourris. Je pense que l'Impact a aidé à la popularité du soccer, mais le soccer, la popularité du soccer a évidemment aidé aussi à l'Impact. Alors, ce qui fait qu'on se retrouve à quelques mois de notre grand moment historique, on va en parler évidemment, où on va accéder dans la grande ligue, la Major League Soccer. Alors, et ça, on se serait parlé il y a 20 ans ou 25 ans, ou même avant, et le soccer restait une activité populaire, mais qui était un peu en marge du courant principal sur le plan du Québec. Mais maintenant, là, ici, on le voit, quand on a des matchs ici, 60% de notre clientèle, ce sont des familles. Ce sont des jeunes familles, des mamans et papas qui viennent avec leurs deux enfants voir les matchs parce que ces enfants-là, bien souvent, ben, ils jouent eux-mêmes au soccer. Alors, c'est vraiment extrêmement motivant de voir ça, parce que on le sait, hein, le soccer, le foot, c'est probablement le sport le plus international. Et on tirait on traînait de la patte, on était un petit peu derrière le peloton là-dessus, mais là, on est en train vraiment de s'inscrire dans le grand courant mondial. On voit que les chiffres parlent d'eux-mêmes, et puis les chiffres annoncent aussi une grande croissance au niveau des adhérents au soccer ici. Et on reste toujours dans cet aspect-là, politique, vous demandez, avec tous ces chiffres qu'on annonce très très promoteurs, quel est l'avenir du soccer au Québec? Est-ce qu'on va très bientôt vers un championnat québécois? Je pense la prochaine étape, là, il y a vraiment eu une éclosion de la participation. Là, il y a plein d'enfants qui jouent. Et ça a été... La division de la Coupe du Monde aussi. Oui, c'est ça. Alors là, il faut que nos jeunes deviennent meilleurs en termes de calibre. Et jusqu'à tout récemment, on ne jouait pas beaucoup au soccer l'hiver. Et l'hiver, ici, il y a de la neige. Alors, ça nous prend des centres intérieurs de soccer. Ce qu'on a maintenant, mais c'est récent. Il y en a de plus en plus, mais ça fait à peine quelques années. Alors, pour développer vraiment nos jeunes, il faut qu'ils jouent 12 mois par année. Et là, c'est commencé. Il y a beaucoup plus d'entraîneurs qu'il y en avait. Ça, c'est une dimension importante. Et notre équipe professionnelle, l'Impact de Montréal, qui jouait dans la 2e division, va maintenant accéder à la 1re division. Et ça, on pense que ça va beaucoup motiver l'ensemble des jeunes. Parce que les jeunes Québécois, jusqu'à maintenant, leur rêve, c'était un peu plus d'aller jouer à l'extérieur du Québec ou du Canada. L'Europe ou l'Amérique du Sud et tout ça, les États-Unis, même un peu moins. Mais maintenant qu'on va être dans la MLS, de plus en plus, on entend les jeunes Québécois dire « Ah, ben on veut jouer un jour pour l'Impact ». Et c'est pour ça que nous, on a mis en place toute une pyramide de développement des jeunes. On s'occupe beaucoup maintenant, depuis 2 ou 3 ans, on s'occupe beaucoup du développement des jeunes, pas juste dans notre équipe, mais les jeunes de 21 ans et moins, de 18 ans et moins, de 16 ans et moins, un peu comme les grands clubs le font. Du centre de formation de l'Impact. Exactement. Alors donc, il faut maintenant passer d'un sport de participation à un sport où le niveau de jeu augmente. Et donc, les jeunes, plus le niveau de jeu augmente, plus un sport est populaire, plus il devient aussi du divertissement.
Alors, on sent que les gens participent beaucoup, mais maintenant, il faut qu'ils viennent voir un bon spectacle. Et s'il y a des joueurs québécois qui jouent au sein de l'Impact, dans la Grande Ligue, c'est entendu que ça aide au niveau d'attirer le public. On ne va pas se le cacher, on sait que l'Impact a contribué grandement au succès du soccer ici à Montréal, de façon particulière. Quel est le rapport de votre équipe, l'Impact aujourd'hui, avec les autres clubs du Canada? Écoutez, ça aussi, ça fait partie de ce qui s'en vient. On n'était même pas là, on va être dans la même ligue que Toronto et Vancouver. Alors ça va créer des rivalités qui déjà existent un peu naturellement. On était dans la même ligue que Vancouver il y a quelques années, mais de regrouper les 3 grandes villes dans la Grande Ligue, c'est clair que ça va créer beaucoup d'émulation. Et chacune des équipes, que ce soit Toronto ou Vancouver ou nous, on essaie tous de développer nos équipes jeunesse. Et ça va créer, je pense, vraiment une belle énergie. Ce qui est important sur le territoire québécois, c'est qu'on soit le plus en collaboration avec les clubs qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Et quand on parle d'un centre de formation, quand on parle de développement des jeunes, il faut que ça se fasse en collaboration. Et c'est ce qu'on fait présentement avec les différents clubs. Il faut que les clubs soient contents que leurs jeunes viennent s'entraîner avec l'Impact de Montréal, parce que c'est un peu comme une promotion pour eux. Ça veut dire qu'ils ont le talent, on pense qu'ils ont le talent pour peut-être un jour jouer pour l'équipe pro. Alors ça, c'est clair que pour nous, c'est une priorité. Le développement des jeunes Québécois pour qu'ils jouent pour nous dans le futur et aussi pour bien les encadrer sur le plan sportif, mais sur le plan académique. Parce qu'actuellement, on s'occupe d'environ une centaine de jeunes, mais évidemment qu'ils joueront pas tous pour l'Impact. Alors, il y en a peut-être 5 10 si ça va bien, qui jouent pour nous. Alors, tous les autres, il faut s'assurer qu'ils ont un bon avenir, à la fois sur le plan sportif, mais sur le plan de l'école également. Donc, on va dire qu'avec les 3 équipes fortes au Canada, Vancouver, Toronto et l'Impact, on peut rêver de voir le Canada en Coupe du Monde pour la deuxième fois. Oui, on peut rêver, absolument, parce que, écoutez, on a beau avoir les entraînements, on a beau avoir les entraîneurs, il faut avoir le réseau de compétition. Il faut que les équipes puissent compétitionner. Il faut qu'il y ait des équipes professionnelles qui aient à cœur le développement des joueurs locaux. Alors, tant qu'on n'avait pas ces 3 équipes-là dans la Grande Ligue, c'était difficile. Nous, on ne pouvait pas être dans la Division 2 et investir des sous importants dans le développement des jeunes. On a commencé à le faire parce qu'on savait qu'on se dirigeait vers la Grande Ligue. Et c'est la même chose pour Vancouver, c'est la même chose pour Toronto. Alors, je pense que le fait qu'on aura maintenant 3 équipes professionnelles qui sont préoccupées de développer des joueurs, parce qu'ils veulent développer des joueurs pour eux-mêmes, pour qu'ils jouent dans la Ligue, ça, je pense que ça va changer le calibre du soccer professionnel au Canada. D'ailleurs, depuis qu'il y a la MLS, les États-Unis se sont beaucoup améliorés parce qu'ils ont un bon réseau de compétition et maintenant, la plupart, je pense que c'est 85% des joueurs qui jouent en Coupe du Monde pour les États-Unis ont joué ou jouent dans la MLS. Alors, c'est clair. Et c'est la grosse différence, d'ailleurs, avec l'Europe et probablement même aussi avec l'Afrique. C'est que vous avez tellement de compétition, il y a tellement des bons réseau de compétition et le calibre est tellement bon que chacun s'améliore au contact de l'autre. Et c'est ça qu'il faut créer ici aussi. Aujourd'hui, quels sont les besoins qu'il faut concrètement aujourd'hui pour rendre le Canada aussi meilleur que les États-Unis? Nous, on a encore des besoins importants en infrastructure. Les terrains de soccer, que ce soit en gazon naturel, qui est tout un défi avec notre climat. On a quand même un climat intéressant, mais le gazon naturel, comme vous savez, si nos équipes s'entraînent beaucoup sur le gazon naturel, c'est difficile de garder un bon entretien. Il y a de plus en plus de gazon synthétique ici pour justement faire en sorte que dès le mois d'avril, dès le mois de mai, au mois d'octobre, qu'on puisse jouer à l'extérieur sur du synthétique, alors que sur du naturel, c'est plus difficile. Et des installations intérieures. Maintenant que les jeunes au Québec, ils aiment le soccer puis qu'ils jouent, bien là, ils veulent jouer 12 mois par année. Avant, ce qu'on avait beaucoup, c'est qu'on avait des gens qui jouaient au soccer l'été et au hockey l'hiver.
Bon, mais là, c'est difficile de développer les joueurs de soccer avec une moitié d'année. Alors, de plus en plus, on veut que nos joueurs de soccer se développent 12 mois par année. Et pour ça, il faut des installations, il faut des infrastructures. Alors, ça reste, je pense, encore un des gros enjeux. Nous-mêmes, on essaie d'investir de plus en plus dans les infrastructures de soccer. Vous touchez là un sujet qui est très intéressant et très important, c'est l'investissement dans le soccer ici au Canada, particulièrement au Québec. Alors, l'Impact a décidé d'investir beaucoup d'argent et c'est un petit paradoxe avec votre statut actuellement. L'Impact, c'est un club à but non lucratif. Alors, comment est-ce que ce changement-là va s'opérer? Oui, écoutez, c'est intéressant. Vous soulevez un bon point. C'est qu'en 2001, quand il y a eu un peu la relance de l'Impact de Montréal, l'Impact a été créé en 1993, a eu une certaine progression. Après ça, ça s'est détérioré un peu et Joey Saputo a repris l'équipe en main en 2001. Et a décidé vraiment que ce serait une équipe qui serait très impliquée dans la communauté. Et donc, ce ne serait plus une entreprise privée, ce serait une entreprise à but non lucratif. Si elle faisait de l'argent, si elle faisait des sous, qu'on allait réinvestir dans le développement du soccer. Et ça a bien fonctionné. De 2001 à venir jusqu'à maintenant, une belle croissance de l'Impact de Montréal, mais beaucoup parce que Joey Saputo et la famille Saputo ont investi beaucoup. Le stade que vous voyez ici, toute la première phase, qui a coûté 17 millions, elle a été assumée entièrement par la famille Saputo. La prochaine phase qu'on voit derrière nous, où on rajoute plus de 7000 sièges, un coût de 23 millions, on rajoute le toit, ça, c'est le gouvernement qui s'est impliqué pour venir en aide à la famille Saputo, qui a également investi dans l'achat d'une équipe dans la MLS au coût de 40 millions de dollars. Alors, c'est beaucoup d'investissements qui ont été faits par la famille. Et là, maintenant qu'on a contribué à la communauté dans la MLS, c'est clair que l'Impact va devenir une entreprise privée, mais on va quand même se doter d'une fondation, la Fondation de l'Impact de Montréal, pour continuer de remettre à la communauté. Joey Saputo, depuis le début de son implication dans le soccer, il veut laisser à Montréal un héritage, il veut redonner à la communauté, et sa façon de le faire, c'est avec le sport, avec le soccer, avec l'Impact de Montréal et le Stade Saputo. C'est une vision très intéressante qu'on a. Je vois qu'il y a des gens qui s'impliquent davantage comme ça pour... On est très chanceux. Je vais vous dire, on est chanceux et privilégiés d'avoir un propriétaire qui s'implique comme ça. Et c'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs aussi dans la MLS. On voit que les propriétaires des équipes dans la MLS sont des gens qui ont les reins solides et qui ont à cœur le développement du soccer. Je pense que c'est pour ça que la MLS, c'est une des raisons du succès où la MLS, de plus en plus, est en pleine croissance. Au cours des dernières années, là, il s'est ajouté 5 ou 6 équipes, alors que la situation économique n'est pas si facile que ça là, en Amérique. Là. Des personnes surtout qui ont l'amour du sport et du soccer. On reste maintenant avec les grands enjeux qui sont l'actualité de l'Impact de Montréal. L'Impact va à MLS pour 2012. Ce qui est un peu triste, c'est que l'Impact vient de se faire éliminer, participer aux séries. Mais ça, c'est pour la petite histoire. La grande histoire, c'est que l'Impact va à MLS pour 2012. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer pour l'Impact? Beaucoup va changer. D'abord, le stade. On en a parlé. Le stade qui va passer du stade actuel de 13 000 places à 20 000. L'équipe, sur le plan sportif, va changer pas mal. Quand on dit va changer, c'est-à-dire qu'il y aura pas mal de... c'est-à-dire que c'est difficile de dire. Je pense que nos dirigeants techniques, que ce soit Nick DeSantis, que ce soit notre nouvel entraîneur, Jesse March, sont encore en mode analyse, sélection, recrutement de joueurs. Mais je pense que c'est juste de dire que sur les joueurs qui jouaient cette année, il y en a un certain nombre qui vont probablement se tailler une place l'année prochaine, mais ça va être plus une minorité qu'une majorité, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y aura des grands noms aussi? On espère recruter des joueurs de niveau international, c'est sûr. Le plus gros changement, c'est qu'on passe de la Division 2 à la Division 1. Et je pense qu'en foot, on sait ce que ça veut dire, un saut important pour nous. Alors, il faut qu'on ait une équipe qui va être dans la course, qui va être compétitive dès le début. Il y a une tradition de victoire et d'excellence à l'Impact. Vous dites des joueurs qui ont le niveau international, est-ce que ce sont des joueurs qui vont vous être prêtés? C'est des transferts directs? C'est des joueurs qu'on doit recruter. Mais quelle sera la politique de l'Impact pour cette phase de recrutement?
Parce qu'on sait que vous êtes fait prêter pas mal de joueurs ces temps-ci. Oui, mais non, mais ça c'était parce que on était dans une année de transition. C'était un peu normal. Les joueurs pouvaient pas s'en venir ici et être absolument garantis de jouer l'an prochain pour la MLS. Et nous non plus, c'était difficile de garantir aux joueurs. On voulait les voir évoluer. Alors cette notion de prêt, je pense qu'elle s'appliquait plus à 2011 qu'à 2012. 2012, il faut carrément se bâtir une nouvelle équipe avec une certaine base qu'on a présentement, mais il faut recruter des joueurs un petit peu partout sur la planète et des joueurs qui sont de niveau de division 1, ce qu'on n'a pas beaucoup eu jusqu'à maintenant. Alors ça, et c'est pas simple, hein, parce que la planète est grande et c'est pas juste des joueurs américains et canadiens qu'on recherche. On regarde en Europe, on regarde en Afrique, on va regarder également en Amérique du Sud. Alors, et il faut trouver la bonne synergie parce qu'il y a quand même des dimensions financières aussi qui sont importantes. On n'a pas les mêmes budgets que ce qu'on retrouve par exemple en Europe. Alors, il y a un plafond salarial qui est assez limité. On a le droit à ce qu'on appelle des joueurs désignés en MLS. On a le droit à 3 joueurs où on peut dépasser le plafond salarial. Mais en même temps aussi, il faut que cette entreprise s'autofinance, soit profitable. Alors, on va être prudent aussi de ce côté-là. Mais ce qu'on a vu cette année, puis ce qu'on voit dans la MLS a un style particulier. Notre nouvel entraîneur, Jesse Marsch, connaît très bien la MLS. Il a joué pendant 15 ans dans la MLS. Exactement. Il a joué à ce niveau-là pendant plusieurs années. Il a été entraîneur adjoint de l'équipe nationale des États-Unis. Donc, il a une connaissance de la Ligue, mais il a aussi une connaissance internationale. Alors, ça fait une bonne combinaison. Et il faut trouver la bonne synergie, parce qu'on a vu les équipes qui ont gagné au cours des dernières années dans la MLS, c'était pas nécessairement les équipes qui avaient les plus gros noms, exactement. Ce sont des équipes qui n'avaient même pas de joueurs désignés. Alors, il faut trouver la bonne... Oui, il y a des joueurs qui ont du talent, mais il faut avoir, évidemment, la bonne chimie dans une équipe, là. On va parler du nouvel entraîneur. Qu'est-ce qui a penché à sa faveur? Je pense que, un peu le bagage, sa connaissance de la Ligue. Nous, que ce soit Nick DeSantis, que ce soit Matt Jordan, ce qu'on sentait dont on avait le plus besoin du côté technique, c'était quelqu'un qui connaissait bien la Ligue. Parce que nous, on n'a pas joué dans la Ligue encore. Et c'était important d'avoir quelqu'un parce que c'est pas le même style de jeu. Il y a des fois, quand des joueurs européens ou des joueurs africains viennent jouer en MLS, ils sont un peu déstabilisés parce que c'est pas tout à fait... C'est physique, c'est rapide, c'est pas le même jeu qu'en Europe. Alors, il faut connaître ce que ça prend pour jouer dans cette ligue-là. Alors ça, je pense que ça a joué beaucoup en faveur de Jesse Marsch. On a vu que c'était un gagnant aussi. Partout où il est passé, il y a eu des résultats positifs. C'est un gars aussi qui, je pense, sur le plan de l'attitude, des valeurs, on s'est vite rendu compte qu'il cadrait bien dans l'organisation de l'Impact de Montréal. Ici, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, il y a une tradition de victoire, d'excellence, de persévérance, de détermination. Joey, et ça vient de notre président, ça vient de haut, ça vient de Joey Saputo. Alors, on a vite senti que Jesse Marsch, malgré son jeune âge, il est tout jeune, 37 ou 38 ans, que déjà, il était très structuré, très volontaire, très déterminé, et je pense que ça a plu à notre organisation. Autrement dit, il va contribuer également au recrutement des joueurs qui vont venir. Absolument. Nick DeSantis, qui est notre directeur sportif, pour lui, c'était fondamental. Autant c'est son rôle que le recrutement, autant il se disait, il faut que le directeur sportif et l'entraîneur, qu'ils soient comme ça, dans la construction de l'équipe. Parce qu'on a vu d'autres équipes en MLS où il y avait comme des écarts entre la direction sportive et l'entraîneur, et ça donne un peu ça manque de cohésion par la suite. Alors, on a voulu engager l'entraîneur le plus tôt possible, ce qui n'est pas simple non plus, mais finalement, on a réussi assez rapidement, depuis le début du mois d'août, que Jesse Marsch est avec nous, et que là, vraiment, la période de recrutement, on est en plein dedans. Ça a permis aussi à Jesse de voir nos joueurs jouer pendant un bon 2 mois. Il les a vus à l'œuvre. Il a pu juger de ceux qui ont bien performé ou moins bien performé. Alors ça, je pense qu'on est parti sur une bonne base de ce côté-là.
Ben, écoutez, on va souhaiter très bon vent à l'Impact de Montréal pour cette campagne MLS 2012. Bon vent aussi à vous, Monsieur Legendre. Ben, merci, c'est bien gentil. Voilà, que les vœux les meilleurs accompagnent l'Impact de Montréal. C'est gentil, Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci. Amis téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci, au revoir.